Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité de la semaine sur le plan médiatique et audiovisuel. Ce soir, bien sûr, nous allons parler de la sortie médiatique du Premier ministre Benyamin Netanyahou qui s'est exprimé sur la chaîne d'information continue de TF1, LCI, et qui a créé un grand tollé sur le paysage médiatique audiovisuel, aussi bien français qu'international. Avant de commencer le débat avec nos experts, bien sûr Faisal Mataoui, mais également Youssef Bousmaha, militant de la cause palestinienne en direct de Paris, nous allons regarder ce décryptage d'une influenceuse qui a, à sa manière, décrypté l'interview du Premier ministre de l'État sioniste. On regarde et on revient au débat. Je viens donc de terminer le visionnage de l'interview de 30 minutes de Benyamin Netanyahou. Alors, il faut savoir à la base que cette interview devait avoir lieu sur TF1, sauf qu'il y a un hashtag qui a été lancé sur les réseaux sociaux qui était le hashtag boycott TF1. Par conséquent, l'interview qui devait à la base avoir lieu sur TF1 a été déprogrammée de TF1 et reprogrammée sur LCI. Netanyahou a commencé par nous dire bonjour en français. Ça, c'était pour le capital sympathie, ça. Marche pas trop, hein. Première question que lui a posée le journaliste, c'est une question qui concerne la Cour pénale internationale de justice. Je vous rappelle que je vous ai révélé hier un scandale où on apprenait qu'Israël et la CPI sont pas très copains et depuis très longtemps déjà. Par conséquent, fallait pas s'attendre à une réponse d'humaniste. Alors moi, ce que j'ai adoré dans cette interview, c'est toutes les comparaisons et les métaphores qui ont été faites. Quand il a parlé de la CPI, il a dit « Demander des mandats d'arrêt contre moi au même niveau que des demandes de mandats d'arrêt contre le Hamas, c'est comme si vous aviez mis De Gaulle et Churchill ensemble dans le même panier, ou c'est comme si vous aviez fait un procès au président des États-Unis et à Al-Qaïda. » Je sais pas qui t'a conseillé pour les métaphores, mais faut changer parce qu'en plus, il y en a beaucoup des mauvaises là, vraiment. Vous avez remonté. C'est l'humanité. C'était les images des manifestations justement pro-palestiniennes devant le siège de TF1, juste après justement la diffusion de l'interview du Premier ministre de l'État sioniste Benyamin Netanyahou, durant plus de 31 minutes. Alors Faisal Mataoui, c'est une première dans les médias français, mais également une entorse un petit peu à ce qui se passe sur la politique internationale et surtout étrangère en France. Cette interview vient un peu mal et en même temps, ça était prévu sur TF1, puis décalé sur LCI, qui est, disons-le, la chaîne d'info du groupe TF1. Oui, c'est le groupe Bouygues, c'est le partenaire, c'est le propriétaire de TF1 et de LCI, parce que TF1, c'est la chaîne la plus vue en France en matière d'audience, c'est une chaîne généraliste, et ce n'est pas vraiment sa vocation de donner une interview à un Premier ministre étranger. LCI, c'est une chaîne d'information continue, qui n'a pas l'audience de BFM TV par exemple, mais qui voulait se distinguer en offrant la parole au Premier ministre israélien qui est poursuivi, qui est sous le coup d'une poursuite pénale internationale, ce qui veut dire que tous les États qui ont signé, qui font partie de la Charte de l'ONU, qui reconnaissent l'autorité des cours internationales de justice, doivent se plier. Et malgré ça, ça veut dire qu'on a donné la parole. C'est vrai que le journaliste qui a mené l'interview avec Netanyahou, Darius Rochebin, a essayé de poser des questions un peu
gênantes par rapport au ciblage des civils, par rapport à ce que fait l'armée d'occupation israélienne à Gaza. Évidemment, les réponses du Premier ministre Netanyahou relevaient plus de la propagande que de l'information. Il a démenti qu'il y ait des actions de famine, alors que toutes les organisations internationales, y compris celles de l'ONU, reconnaissent qu'au moins un enfant sur 3 à Gaza souffre de malnutrition, que des parents se passent des repas pour les donner à leurs enfants. Il a essayé de démentir les informations concernant les civils en montant d'une manière grossière en disant que Israël ou l'armée israélienne, qui est toujours bien se présenter comme l'armée la plus morale du monde, alors que tout le contraire existe sur le terrain, ne cible pas des civils, qui a tué les 36 000 morts à Gaza, qui a tué les 9 000 enfants, qui a tué les femmes, qui a détruit plus de 70% de Gaza et qui a obligé presque 70% de la population à quitter leur territoire. Tout ça, c'est des crimes de guerre. Et évidemment, il y a eu des critiques à l'égard de la chaîne. La chaîne a donné la parole à Majid Bamia, qui est ambassadeur et observateur permanent adjoint de la Palestine à l'ONU, 10 minutes. On a donné 31 minutes et quelques secondes, 56 secondes à Netanyahou et seulement 10 minutes. Évidemment, on ne peut pas imaginer essayer de donner la parole à Hamas, parce que Hamas a été dénigré par Netanyahou, présenté comme un groupe terroriste, présenté comme des monstres. Il a utilisé tous les mots qu'il a voulu, sans être contredit par le journaliste. Et évidemment, il a botté en touche. L'une des déclarations les plus graves, c'est de dire que les colonies en Cisjordanie ne sont pas illégales. Ça veut dire que voilà un Premier ministre qui reconnaît qu'il piétine le droit international, puisque Israël n'a pas respecté les résolutions de l'ONU, n'a respecté aucune résolution de l'ONU, ne reconnaît pas les décisions de la Cour de justice internationale, etc. Et donc, malgré ça, il n'est pas contredit, il dit tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réactions en France. Ça veut dire qu'on a tendu une perche pour un homme qui est accusé de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, pour se défendre devant l'opinion publique française, sachant bien, comme on l'a vu dans les images, que l'opinion publique française est bien hostile, une grande partie. On a vu les manifestations justement devant le siège de TF1. On a vu également la militante Rima Hassan, qui était venue justement soutenir la foule, essentiellement beaucoup d'étudiants, beaucoup de manifestations pro-palestiniennes qui sont venus dénoncer la diffusion de cette interview. Évidemment, parce que ça veut devant dire, le siège de TF1. Parce que Rima Hassan elle-même est ciblée par des extrémistes juifs pro-israéliens. Elle est accusée, elle est menacée. Le procureur lui-même de la Cour pénale internationale, de la Cour de justice, est menacé par le Mossad, comme cela a été rapporté. Et Rima Hassan, comme d'autres militants, comme on l'a vu, des militants de la France insoumise, au moins de ces partis sont ciblés, accusés évidemment d'antisémitisme, parce que même Netanyahou a usé de tout pour accuser tout le monde d'antisémitisme, toutes les organisations, tous les manifestants qui manifestent dans les universités américaines ou européennes sont des pro-Hamas, etc. Et donc ces manifestations ne vont se poursuivre, et cette interview de Netanyahou, évidemment, n'a fait qu'accélérer les divisions au sein des sociétés européennes par rapport à la question de la Palestine. Merci. Laissez-nous un petit peu écouter M. Youssef Bousmah, militant de la cause palestinienne. M. Bousmah, justement, cette interview a fait couler beaucoup d'encre, mais a prouvé également un petit peu le parti pris de certains médias français pour la cause sioniste. Oui, tout à fait. Ça n'est même plus un parti pris, les médias français sont en guerre aux côtés de Netanyahou. Ils sont carrément en guerre aux côtés de Netanyahou, qu'on croirait. Il y a deux guerres actuellement, il y a la guerre d'Ukraine et puis il y a la guerre à Gaza, et on peut dire que vraiment les médias français sont aux côtés donc des belligérants. En tout cas, ils sont totalement aux côtés de Netanyahou. Alors, c'est vrai, comme l'a dit notre ami qui intervenait avant moi, c'est vrai qu'effectivement le journaliste a essayé de poser quelques questions concernant le fait, par exemple sur le fait que les territoires où Netanyahou agit, ce sont des territoires qui n'appartiennent pas formellement, selon le droit international, à l'entité sioniste, etc. Et que donc voilà, il a été un petit peu désarçonné à ce moment-là. Mais c'est vrai, c'est absolument incroyable que un tel criminel de guerre puisse s'exprimer, même si les mandats d'arrêt internationaux n'ont pas encore été lancés. Il y a quand même une enquête vraiment à charge contre lui. Alors ces médias français sont totalement partisans. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, on a donné la parole à Majid Bamia très peu de temps, que je connais bien d'ailleurs, Majid, que j'ai connu il y a très longtemps à Paris, très peu de temps, et c'est quelqu'un de brillant,
donc il n'a évidemment pas le temps de développer tout ce qu'il avait à développer. Ça, c'est pour donner l'impression qu'on est équilibré, hein, mais il n'y a rien d'équilibré là-dedans, puisque depuis le début de l'offensive, c'est vraiment à charge contre le peuple palestinien, contre Hamas, contre les qui s'opposent à l'invasion. Alors, Monsieur Bousma, donc, oui. Oui, Monsieur Bousma, justement, pourquoi le Premier ministre Netanyahou a choisi LCI ou le groupe TF1 pour s'exprimer pour les Français, justement, à ce moment précis? Pourquoi ne pas avoir choisi un média international, anglophone ou arabophone pour s'exprimer? Il a choisi un média français et de surcroît un média privé, pas un média public. Alors la France a une grande importance. La France a une grande importance d'abord parce que c'est le deuxième pays en ce qui concerne les populations juives en Occident, après les États-Unis. Hein. Donc c'est aussi par rapport à la population juive de France. N'oublions pas que l'antisémitisme espère toujours faire venir en Palestine occupée de nouveaux colons. Hein. Donc c'est une cible de choix. En plus, ce qui inquiète beaucoup Netanyahou, parce que moi je considère que c'est une preuve de faiblesse beaucoup plus qu'une preuve de force qu'il a fait. Hein. C'est une preuve de faiblesse. Actuellement, il est déstabilisé d'abord sur le terrain parce que aucun des objectifs, comme on le dit souvent, n'ont été atteints. Et au niveau de l'opinion internationale, il est déstabilisé. Et la France joue un grand rôle. La France joue un grand rôle. On voit bien que si la France basculait, par exemple, en ce qui concerne la reconnaissance de l'État de Palestine, avec l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, la Suède, l'Islande, eh bien, ça ferait vraiment synergie. Et la France a un gros morceau. C'est un gros morceau en ce qui concerne l'opinion internationale. Hein, ça a un poids et ça traduit bien l'inquiétude de Netanyahou. D'autre part, il y a son ami. Il y a son ami Meir Habib qui est là. Je pense que c'est Meir Habib qui a dû lui suggérer d'ailleurs. Hein. Meir Habib qui est absolument actuellement alors en même temps, on a un sentiment qu'effectivement ces médias français qui soutiennent l'antisémitisme, on a l'impression peut-être donne une impression de force, mais en fait c'est vraiment une impression de faiblesse. On le voit. Moi j'étais au rassemblement, j'ai fait pratiquement tous les rassemblements. J'étais au rassemblement devant TF1 là, devant l'autre jour. On a vu Rima Hassan, on a vu tous les députés de la France Insoumise, de l'OGU qui était là, etc. Il y a au sein de la jeunesse, il y a un mouvement très très important, mais également en ce qui concerne la communauté juive, c'est que même si malheureusement encore une grande fraction de la communauté juive, de la communauté juive est embarquée, hein, c'est à dire embedded derrière, mais une fraction importante de cette communauté juive, notamment de la jeunesse, actuellement, hein, est en train aussi de basculer de façon positive dans le sens de la justice pour le peuple palestinien. Il n'y a pas uniquement l'organisation l'UJFP, Union juive française pour la paix, mais il y a CEDEC, l'organisation de jeunesse juive, CEDEC, qui est absolument formidable, que nous connaissons très bien. Ce sont nos camarades avec qui nous militons depuis pas mal de temps, depuis même leur création, nous étions avec eux, et CEDEC commence à gagner pas mal de jeunes juifs qui se détachent complètement de l'idéologie sioniste, qui refusent que l'on fasse ce crime en leur nom. Donc, vous voyez, la France est un enjeu qui est considérable. Alors, on a bien les médias mainstream qui sont là, ça peut peut-être donner une impression de force, mais moi je pense que c'est illusoire. C'est une preuve de faiblesse que cette intervention Netanyahou. Monsieur Bousma, pourquoi le choix de LCI, pas de BFM TV, connaissant que BFM TV est beaucoup plus proche de l'État sioniste? Justement, BFM TV est déjà acquis. BFM TV est déjà acquis. Je pense que l'idée était d'intervenir sur un média qui peut paraître, TF1, c'est Bouygues, certes, mais voilà, ça a une audience extrêmement large. Donc, c'était peut-être pas nécessaire pour lui d'intervenir sur des médias où il est déjà de toute façon adulé et soutenu. Vous voyez ce que je veux dire, hein, où ses thèses passent régulièrement. Monsieur Bousma, au départ, c'était prévu sur TF1. Après, TF1 a fait une marche arrière suite à un hashtag boycottant TF1. Ils ont placé l'interview sur LCI. Sur la filiale LCI. Sur une filiale, comme on dit, oui. Oui. Tout à fait. Non, mais moi je crois que c'était ça, c'est que le but était d'abord de cibler TF1, qui est quand même la chaîne par excellence. Hein. C'est Bouygues qui l'a reprise, mais c'est la chaîne par excellence. Hein. C'est quand même
héritière de la première chaîne. La première chaîne française. De la première chaîne française, hein, qui date même de l'époque de RTF. Hein, et donc il y avait un côté prestigieux dans TF1 malgré tout. Et TF1 ayant fait marche arrière, parce qu'effectivement c'est son image qui reste d'être ternie. Alors on voit bien même qu'au niveau de Bouygues, il y a de gros problèmes qui se posent parce qu'il y a des appels au boycott de Bouygues qui se généralisent actuellement. Il paraît que Bouygues a perdu énormément d'abonnés. Hein, oui, tout à fait. Suite à cela. Donc je crois que voilà, le but était de cibler TF1 en tant que prise de choix en quelque sorte. Hein. Ça aurait été une prise de choix. Ça aurait été aussi atteindre un autre public qui n'est pas atteint. Peut-être qu'on avait l'impression qu'en touchant TF1, on allait toucher le français moyen, tout le monde. Voilà. Et je crois que c'était pour ça que ce choix a été fait. Et puis il y a aussi l'opportunité. Je pense que ça s'est présenté comme cela. Alors moi je pense que de ce point de vue, il essaie de gagner des parts d'opinion. C'était une tentative pour gagner des parts d'opinion, que de choisir TF1. Et TF1 ayant un petit peu reculé, donc TF1 ne pouvait pas complètement se désavouer en refusant. Donc il a refilé ça. Monsieur Bousmah, c'est une bataille un petit peu perdue. On a vu déjà la bataille au Parlement français, à l'Assemblée, justement, c'était un échange à couteau tiré entre Meher Habib et les députés de LFI. On regarde justement quelques extraits de ces échauffourées et on revient au débat. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du quel génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous rien à avez faire. plus de limites. Ils sont des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Sébastien Deloglus, député de LFI, qui est sanctionné. Il n'est plus député pendant 15 jours, il est exclu parce qu'il a brandi le drapeau palestinien. Le règlement de l'Assemblée nationale est clair et simple. Aucun insigne, pas de drapeau, pas de pancarte, aucun signe dans l'hémicycle. Enfin, quand ça nous arrange. Parce qu'en 2022, on a vu ça dans l'hémicycle. C'est quoi ça? Ça, c'est un drapeau. C'est un drapeau ukrainien. C'est évidemment, la guerre en Ukraine vient d'être ouverte par les Russes qui ont agressé l'Ukraine. Ça n'a gêné personne, le drapeau. Le règlement l'interdit absolument. Rien ne justifie. La parole doit être libre et préservée libre dans l'hémicycle. C'est ça le sens du règlement. Aucun insigne, rien. Bon, là, concorde nationale, drapeau ukrainien, d'accord. Mais on ne respecte pas le règlement. Ils auraient tous mérité d'être foutus dehors. Et puis je vous parlais de la veste de Yael Braun-Pivet. Le 7 octobre est passé, donc nous sommes le 10 octobre, et Yael Braun-Pivet a deux pins. Le drapeau français et le drapeau israélien rigoureusement interdits par le gouvernement. Est-ce que de manière rétroactive, ça c'était le 10 octobre, mais est-ce que de manière rétroactive, c'est-à-dire début juin, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, pourrait-elle être exclue pendant 15 jours de l'Assemblée nationale? Mais si on applique le règlement, oui. Mais on ne va pas l'appliquer. Et voilà. Faisal Matawi, on a vu justement cet échange entre le député de LFI et le député, je crois, Meher Habib. Meher Habib des Républicains, si je me trompe pas. Oui, Républicain. Ouais. C'est la première fois que le drapeau palestinien est un petit peu levé à l'Assemblée française. Le député de LFI a été exclu pendant 15 jours de son mandat. Il est un peu sanctionné. Mais dans le décryptage de Jean-Michel Apathy, il explique qu'il y a eu des antécédents. Et ces antécédents n'ont jamais été sanctionnés, mis à part le drapeau palestinien et l'action de LFI à l'Assemblée. Il y a eu l'échange entre les députés de LFI et Meher Habib
qui a fait un petit peu la une de tous les journaux et de tous les réseaux sociaux et qui a démontré une nouvelle fois l'échec de Meir Habib sur le plan de la communication. Oui, mais Meir Habib, vous l'aurez noté, a empêché M. David Guiraud, dont les positions défendant le droit des Palestiniens sont éloquentes, de parler. Ça veut dire que Meir Habib, et tout de suite après cette altercation que Meir Habib a provoquée, il est allé se plaindre et pleurer sur le plateau de BFM TV, une chaîne totalement pro-israélienne. Tout à fait acquise à la cause. Pour accuser M. David Guiraud d'antisémitisme. Il faut noter que Meir Habib est un député de LR, donc les Républicains. Il représente une partie des présents. C'est ce que lui a répondu député oui, ouais. On ne va pas le répéter ici. Mais disons que Meir Habib ne représente pas uniquement Israël, il représente la Turquie, la Grèce, l'Italie, Chypre et la Palestine. Est-ce que vous avez c'est l'immigration en France. Oui, les Français de l'étranger. Est-ce que vous avez entendu Meir Habib une seule fois parler des Palestiniens ou des Français qui vivent en Palestine? Il ne le fait jamais. Ouais. Il ne parle que d'Israël. Et certains ont dit que Meir Habib a oublié qu'il n'est pas député de la Knesset israélienne. On l'a accusé d'être plus un député de la Knesset qu'un député de l'Assemblée française. Et il fait du lobbying. Je suis d'accord avec notre invité. Il est fort possible que Meir Habib, parce qu'il fait beaucoup de lobbying, y compris à un niveau très élevé de l'État français, pour donner la parole à Netanyahou. Et effectivement, ce précédent du drapeau palestinien, parce que Sébastien Deloglu, qui est un député de LFI, a montré le drapeau palestinien. Il faut noter que le parti LFI de M. Jean-Luc Mélenchon défend le droit des Palestiniens depuis le début, dénonce les génocides, dénonce les crimes de guerre. La sanction qui a été prise par Mme Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée et qu'il faut noter est une petite fille d'un juif polonais, elle-même a carrément exprimé, comme l'a expliqué M. Apati. M. Apati est un des journalistes honnêtes qui a toujours dit la parole d'une manière très objective. Bien sûr, ça lui vaut beaucoup de critiques. Et entre parenthèses, il y a quand même certains médias français qui essaient de donner, d'équilibrer leur couverture du drame des Palestiniens, notamment le journal Libération, l'Humanité, Mediapart, France Inter et d'autres médias. Donc disons qu'il y a eu déjà 2 précédents dans l'Assemblée française. Un, on a exhibé le drapeau ukrainien à l'éclatement de la guerre en Ukraine en 2022. Évidemment, il n'y a rien eu, aucune sanction. Et même le Parlement français, l'Assemblée nationale française, a été coloré avec le drapeau israélien après les attaques du 7 octobre. Ça n'a bien sûr soulevé aucune réprobation. Et en 2019, il y a eu déjà le drapeau, un député a levé le drapeau, dire que la France soutient la guerre au Yémen, parce qu'il y a eu de l'armement qui a été donné au Yémen pour bombarder les populations civiles, parce qu'on l'a oublié. Malgré ça, il n'y a pas eu de sanction. Et M. Deloglu a été sanctionné par la sanction la plus sévère, parce que l'article 470 du règlement intérieur prévoit la censure avec exclusion temporaire de 15 jours et une privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire. C'est excessif par rapport à cette mesure. Ça veut dire que la présidente du Parlement français, de l'Assemblée nationale française, qui a toujours défendu Israël, qui n'a jamais dénoncé que Meir Habib dise au sein du Parlement que les Palestiniens sont des cancers, qu'il faut abolir, et que la guerre à Gaza, que les bombardements vont se poursuivre. C'est un appel au meurtre, au génocide. Malgré ça, Meir Habib n'a jamais été inquiété pour dire que l'Assemblée nationale française, en grande partie, applique le 2 poids 2 mesures, et elle est favorable aux thèses israéliennes. Monsieur Bousmah, vous avez vu, comme tout le monde, cet échange verbal musclé entre Meir Habib et les députés de LFI. Comment vous décryptez cette séquence, notamment en ce qui concerne le plan de communication? Les médias étaient tous présents, ils ont repris toutes ces images qui ont fait un petit peu le tour des plateformes et des réseaux sociaux. Alors actuellement, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'il y a un parti pris des médias absolument, non seulement en faveur de l'entité sioniste, mais aussi contre la France insoumise, contre les députés de la France insoumise. Tout à fait, oui. Et une véritable, mais je le dis vraiment, une véritable campagne incroyable depuis des mois et des mois, d'ailleurs, qui a commencé bien avant le 7 octobre, qui ne concerne pas, et d'ailleurs qui ne concerne pas uniquement la Palestine, faut le dire, mais qui concerne aussi un certain nombre de très importants, comme le racisme, comme les violences policières, dans lesquelles la France insoumise s'est quand même illustrée de façon très très positive, faut le dire. Et donc là, c'est vraiment la continuation de cela. C'est des accusations incessantes contre Mélenchon, qui diffuserait l'antisémitisme, etc. Et nous le disons, la France insoumise est aujourd'hui le parti qui sauve
l'honneur de ce pays, mais vraiment, hein, qui emporte l'adhésion, qui force le respect, et c'est la raison pour laquelle, comment beaucoup de jeunes se retrouvent derrière eux. Nous avons vu le député de l'OGLU l'autre jour, justement, devant TF1, nous l'avons félicité, voilà, et ce qu'ils font est absolument formidable, et tous, on a toute une génération de jeunes députés de la France Insoumise. Il y a Guiraud, il y a Boyard, il y a Panot, mais vraiment c'est absolument incroyable. Et ils subissent un ostracisme incroyable de la part des médias. C'est vraiment aujourd'hui, moi je vous le dis, j'en suis même à m'inquiéter au plan de la sécurité contre M. Mélenchon. Je pense que sa sécurité est en jeu, vraiment, parce que quand on voit la violence avec laquelle les médias parlent de lui. Je veux dire, ce ne sont plus des médias. Je veux dire, on a affaire à de la propagande de guerre. Ils sont dans une guerre et ils veulent absolument désigner à la vindicte les députés de la France Insoumise, de façon générale, Mélenchon, Monsieur Mélenchon en particulier. Et je crois que c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. Je n'ai jamais vu. Écoutez, moi, je suis né dans ce pays. Je suis né en France. Je n'ai jamais vu une telle violence politique à l'encontre d'un parti. Justement, le Front National lui-même n'a jamais été inquiété, alors que ces thèses fascistes, racistes sont connues, son soutien à la torture pendant la guerre d'Algérie par ses promoteurs, par ses fondateurs est connu, le fait que certains de ses fondateurs aient même été des collaborateurs sous Vichy, tout ça est connu. Je n'ai jamais vu une violence comparable Monsieur contre Bousmar. le Front National, contre le RN, à celle qui est développée actuellement contre la France Insoumise. Monsieur C'est Bousmar, absolument justement, différent. quand on parle de classe politique, vous êtes un ancien un petit peu sur la scène politique et médiatique. Quand on voit un petit peu l'offensive politique réussie, il faut le dire, de la force insoumise, je me pose la question, où sont les partis de gauche qui défendaient la cause palestinienne? Les socialistes. Les socialistes, une partie des socialistes, mais surtout le Parti communiste, Bien sûr. Les Verts. les SOS Racisme, Force Ouvrière, tous ces mouvements de masse et ces partis politiques qui défendaient dans les années 90-80 la cause palestinienne et qui aujourd'hui sont totalement silencieux. Et SOS Racisme n'a jamais défendu la cause palestinienne. Une partie, pas tous, une partie, je dis. Alors, il y avait des associations antiracistes comme le MRAP, par exemple, qui défendaient effectivement la cause palestinienne. La LDH aussi, la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, oui. Surtout à l'époque du regretté, Quand je dis SOS, je parle de Malik Bouti qui, à un moment donné, défendait un peu la cause palestinienne. Pas trop, parce que justement, Malik Bouti, était vraiment avec sa fameuse écharpe kéfiée palestinien. Monsieur Julien Drey, qui était le fondateur d'SOS Racisme. Oui. Et d'ailleurs, nous, dans les années 80, nous dénoncions déjà SOS Racisme par rapport justement au fait que SOS Racisme ne soutenait pas du tout la cause palestinienne, puisqu'à la tête de SOS Racisme, il y avait l'Union des étudiants juifs de France, qui est une organisation très sioniste. Donc voilà. Mais en tout cas, vous avez raison de dire qu'on est étonné aujourd'hui de l'attitude du Parti communiste français. On est étonné aussi, il y avait une partie du Parti socialiste qui soutenait la cause palestinienne, une petite partie qui a fondu avec le temps. Nous sommes étonnés aussi de l'absence totale des Verts. Le Parti des Verts. Oui, les Verts ont totalement disparu, c'est vrai. Soutenait, et vous avez parfaitement raison, ces gens-là manquent aujourd'hui à l'appel. Ces gens-là aujourd'hui manquent à l'appel, et c'est ce qui fait apparaître la France insoumise de cette façon, c'est qu'elle se retrouve isolée aussi. Elle se retrouve isolée parce que normalement les partenaires habituels... Excusez-moi, monsieur, même des gens de la droite défendaient la cause palestinienne. On se souvient de Jacques Chirac, le président français qui est de la droite, une partie de son élite défendait la cause palestinienne. Alors le reste, c'est Dominique de Villepin, qui est le seul héritier tout à fait, de Villepin, de cette vague, et à qui il faut rendre hommage également. Il faut vraiment rendre hommage à monsieur de Villepin. Le seul homme politique à défendre la Palestine sur les plateaux de télévision. Bien sûr, qui vient de faire un article dans le Monde diplomatique. Et qui est venu en Algérie récemment, qui s'est exprimé en Algérie largement sur la cause palestinienne. Bien sûr. Non, mais il y a plus cette droite ancienne qui date de Chirac, qui était l'ami d'Arafat, etc. Elle n'existe plus. Elle était complètement laminée. Je veux dire, on a une vague fasciste aujourd'hui qui s'est vraiment emparée à la fois de la droite traditionnelle, mais et également d'une bonne partie de la gauche. Ce pays, la France, est très inquiétant actuellement. Je le dis franchement. Je ne cherche pas à dramatiser à l'excès, mais quand on voit cette espèce d'unité, la façon dont des thèses fascistes aujourd'hui sont très facilement répandus, tous ces mensonges
énorme l'attitude tout de même de la présidente de l'Assemblée qui va là-bas en Palestine occupée et qui dit je viens apporter mon soutien inconditionnel, incroyable au début de l'offensive. Hein. Je viens apporter mon soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Ouais. Ce sont des choses extrêmement graves parce que elle dit ça au nom, quand elle dit ça, la présidente de l'Assemblée, normalement, elle a une audience nationale, c'est-à-dire qu'elle représente le pays, elle est justement au-delà des partis, hein, donc elle se permet de dire ça. Donc toutes ces choses-là, aujourd'hui, sont des choses extrêmement inquiétantes et je le dis et je le répète, heureusement, il y a la France insoumise. J'en arrête à cela. L'extrême gauche est très réduite en France maintenant, elle s'est de plus en plus réduite, hein. Et voilà, et vous avez raison de le dire, les Verts qui traditionnellement, les Verts, etc., qui même au niveau des syndicats, il y a un problème. Du temps de Martinez, c'était encore pas mal. Nous avions même fait des meetings avec Martinez sur la cause palestinienne. Hein. Mais là, on a quand même des syndicalistes, des responsables syndicalistes qui ont été condamnés. Et il n'y a pas eu de réaction importante de la part de la direction de la CGT. Mm-hmm. Merci, monsieur voilà. Bousmah. Restez encore avec nous. Oui, Faisal Mataoui, quand vous avez vu, il y a vraiment une révolution sur le champ politique, mais également médiatique en France. Surtout que la guerre à Gaza, la cause palestinienne, a un petit peu dévoilé les visages, certains vrais visages de la classe politique française. Oui, il y a El Brown-Pivet. Et même médiatique. Hein. Oui, il y a El Brown-Pivet, pour revenir à elle, qui est président de l'Assemblée française, ça c'est une information, a refusé la création d'un groupe d'amitié France-Palestine proposé par le député MoDem, M. Richard Ramos. Le prétexte, c'est quoi? La Palestine n'est pas un État. Et pourtant, en cherchant sur le site de l'Assemblée française, on trouve qu'il y a un groupe d'amitié France-Québec. Est-ce que le Québec est un État? Et aussi, il y a le groupe d'amitié, bien sûr, France-Israël. Disons que oui, ce qui se passe à Gaza, et ce drame à Gaza met dans l'embarras la classe politique, pas uniquement en France, hein, dans beaucoup de pays. Maintenant, les partis traditionnels, ceux pour qui chaque fois donner des leçons au reste du monde sur les droits, sur la justice, et sur le respect des libertés, etc., sont dans l'embarras, ils sont cloués au pilori, j'allais dire, en parenthèse. Parce que se taire sur un génocide, sur des crimes de guerre, les institutions internationales le disent, le secrétaire général de l'ONU le dit, toutes les organisations honnêtes de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International et Human Rights Watch, qui est une organisation américaine et qui développe un discours contre le discours ambiant aux États-Unis, disent qu'il y a des exactions, qu'il y a des bébés qui sont tués, des femmes qui sont tuées, il y a de la famine, des crimes de guerre qui sont commis, et une classe politique qui continue à défendre bec et ongle le choix de l'extrême droite israélienne de massacrer la population. Aujourd'hui, à mon sens, Salim, c'est que tout silence sera considéré comme un acte de complicité dans le futur. Parce que au train, on voit des choses, il y a des opinions publiques qui ont bougé. On sent qu'il y a aujourd'hui un détachement entre les classes politiques, les élites au pouvoir. Certaines élites sont peut-être liées à des lobbies, sont liées à des centres d'influence, à des groupes de réflexion, et qui n'arrivent pas à développer une position autonome par rapport à la situation à Gaza. Ce détachement est en train de s'exprimer dans les universités européennes. Les jeunes, parce qu'on pensait que les jeunes européens, notamment ceux de la science politique, parce que j'ai vu un journaliste proche de l'extrême droite française s'étonner que des étudiants de l'école de Sciences Po Paris s'intéressent à la politique. C'est quand même un comble. Des étudiants qui étudient la politique qui s'intéressent à la politique. Donc, parce que pour certaines élites, les étudiants devaient s'intéresser à des choses moins intéressantes comme française seulement. La politique française, ou peut-être les petits sondages, ou peut-être les nouvelles technologies, etc. Ils ne devraient pas se poser à ces grands dossiers parce que c'est supposé géré par des grandes élites. Et les positions prises très courageuses de la Norvège, de l'Irlande, de l'Espagne, de reconnaître l'État palestinien. Il y a une procédure en cours actuellement en Slovénie. Donc l'Europe est en train de se diviser en deux, entre ceux qui soutiennent le droit international, parce que c'est le droit international de reconnaître l'existence du droit palestinien. La même chose, le Chili qui rejoint l'Afrique du Sud dans la plainte contre Israël, le Brésil, la Colombie qui rompt ses relations, la Moldavie qui interdit le voyage il y a eu les îles Maldives plutôt. Il y a eu également l'ambassadeur de l'État sioniste qui a été expulsé de l'université au Panama. Au Panama, et les Maldives qui pratiquement est en train de rompre ses relations avec Israël.
ça veut dire qu'il y a une opinion publique internationale, pas uniquement dans le Sud. Hein. Maintenant, c'est les pays du Nord qui se sont rendus compte que se taire sur des crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre ne peut pas se poursuivre. D'où l'attitude de certaines classes politiques, notamment en France, en Grande-Bretagne, les pays qui continuent à soutenir et à appuyer l'Israël, l'Allemagne qui a été à l'origine d'un des plus grands génocides dans l'histoire en Namibie en 1904 et qui aujourd'hui soutient d'une manière pratiquement aveugle Israël, ces classes politiques sont dans l'embarras parce qu'il s'agit de crédibilité. On revient à TF1, TF1 a refusé de diffuser l'interview de Netanyahou par peur de perdre sa crédibilité. Parce que perdre la crédibilité, ça a des incidences sur les annonceurs, sur la publicité, sur l'audience, etc. Et c'est pour ça que je pense que les manifestations dans les universités, dans les rues, aujourd'hui il y a des manifestations ce dimanche 2 juin, un peu partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, etc., vont amener beaucoup de gouvernements à reconsidérer certaines décisions. Alors, pour vous donner un aperçu, justement, des orientations un petit peu malsaines des médias, de certains médias français, il faut le dire, il y en a qui sont très professionnels et objectifs. On regarde cette séquence tournée un petit peu dans les coulisses de l'émission de Pascal Praud et on revient au débat. Pascal Praud. Palestinien à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il les comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. C'est aberrant de dire ça, Pascal. C'est aberrant de dire ça. On parle de cela. Mais vous savez qu'on n'est pas d'accord, on va pas. Voilà. Allez. Et vous êtes bon quand même. Félix, mais vous êtes juif. Les Salomon. C'était un extrait de coulisses de l'émission de Pascal Praud qui parlait, qui donnait des orientations et il reprochait un petit peu aux invités de défendre les Palestiniens. C'est quand même aberrant venant d'un animateur, mais qui est connu aujourd'hui pour être l'un des plus grands défenseurs de l'État sioniste sur un plateau de télévision en France. Oui, Pascal Praud et Cyril Hanouna aussi. Cyril Hanouna, on a vu après l'attaque criminelle contre un camp de réfugiés à Rafah, un bébé a été décapité, des personnes sont mortes, brûlées vives. Il est venu avec une feuille donner la version de l'armée israélienne. Ça veut dire qu'il sert de relais, un relais conscient de la propagande militaire, parce que les Israéliens, à chaque fois, ils utilisent l'argument comme quoi Hamas utiliserait les humains, les civils, comme des boucliers. Pascal Praud travaille pour une chaîne qui est accusée aujourd'hui, y compris par CNews, qui est une chaîne d'extrémistes, d'extrême droite. Il sert la soupe à l'extrême droite depuis très très longtemps, et ses invités sont toujours de ceux qui épousent ses idées. Pascal Praud vient lui-même du monde du football, et donc il a appris la politique en cours de route, peut-être dans les plateaux de CNews, une politique bien sûr déformée, parce que toutes les versions ne sont pas données. En plus, on aura remarqué lorsqu'on suit les plateaux de certaines chaînes d'information continue françaises, et aussi d'autres pays européens, c'est quand on ramène une personne qui défend le droit international, parce que défendre les Palestiniens aujourd'hui, c'est défendre le droit international et défendre l'humanité tout simplement. Il est contredit, on l'empêche de parler. J'ai vu des interviews avec M. David Giraud et même M. Aymeric Caron, qui sont des députés LFI, ils sont coupés à chaque fois. À chaque fois, dès qu'ils prononcent une phrase, dès qu'ils utilisent le mot génocide, ils sont coupés. Évidemment, il est interdit dans certains plateaux d'utiliser le terme génocide. C'est le cas aussi de certains médias américains et canadiens. C'est aussi un autre défi pour les médias Salim, parce qu'en plus du défi qui est posé aujourd'hui aux classes politiques européennes et occidentales en général, il y a un défi face aux médias. Comment parler honnêtement de ce qui se passe à Gaza? Comment utiliser les mots qu'il faut? Parce que ce que disait Pascal Praud à son chroniqueur, ne pas dire que les Palestiniens tuent les Israéliens, c'est un raccourci qui a été développé par les milieux sionistes, les milieux extrémistes, etc. depuis très longtemps. Et c'est le même discours servi par Netanyahou dans l'interview à LCI, où il pense que l'État, parce que la question a été posée, est-ce que vous soutenez la création de l'État palestinien? Il dit que s'il y a un État, ce sera un État fantoche proche de l'Iran. Le Hamas et le Hezbollah, ils sont proches de l'Iran. Donc pour Netanyahou, le droit international n'existe pas. Alors qu'il s'agit des résolutions de l'ONU qui parlent de la solution des deux États. La même chose pour les Palestiniens. Il dit que non, on n'a pas tué de civils, les Palestiniens
Palestiniens soutiennent tous Hamas, donc ils vont tous les tuer. Et la déclaration la plus grave, à mon avis, la plus grave, et ça a été très critiqué, c'est de dire que les Israéliens sont là pour défendre la civilisation judéo-chrétienne contre qui ? Contre les barbares. C'est qui les barbares? C'est les musulmans. Ce discours a été servi sur une chaîne d'information et ça suscite, mis à part les milieux habituellement critiques à l'égard des politiques israéliennes de l'extrême droite, tout le monde se tait sur cette question. Merci, merci Faisal. Merci Monsieur Youssef Bousmah, militant de la cause palestinienne en direct de Paris. Mediapro est à présent terminé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro et surtout un nouveau décryptage.